Nancy Pelosi a donc effectué sa petite visite à Taïwan. Elle est arrivée, elle est repartie. On en a parlé dans le monde entier et c'était bien le but. Oui, parce que il y a évidemment la problématique de la poussée progressive de la Chine qui est en train de renforcer sa pression sur Taïwan de façon excessivement dangereuse, au point même qu'on peut considérer que la mer de Chine est sans doute le point le plus explosif de la planète, avant même la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Mais pour bien comprendre ce qui se joue, il faut évidemment analyser plusieurs éléments. D'abord, la question de l'appartenance de Taïwan ou non à la Chine continentale. Il faut évidemment connaître l'histoire de Taïwan, où se sont réfugiés les dirigeants nationalistes qui fuyaient la défaite devant les communistes chinois en 1949. L'explication de l'ambiguïté du statut de Taïwan se trouve là. Personne dans le monde ne reconnaît véritablement Taïwan comme un territoire indépendant, surtout depuis que la Chine communiste a été reconnue par les États-Unis et par les différents pays d'Europe. Bien sûr, les États-Unis et les pays européens ont toujours affirmé leur soutien au maintien du régime indépendant de Taïwan, et ce, d'autant plus qu'il est, depuis la fin des années 1990, démocratique dans le sens où les élections s'y passent de façon totalement libre et au suffrage universel pour l'élection du président, de la présidente en l'occurrence. Mais pour autant, la Chine voulait faire prévaloir, comme pour Hong Kong, l'idée d'un territoire, un État et 3 systèmes. On a bien vu comment la Chine a absorbé Hong Kong à l'occasion du Covid, qui lui a permis de finalement mettre en place une emprise totale. Bien entendu qu'il faut à tout prix éviter que la même chose arrive un jour à Taïwan. Mais quand on regarde les positions des Taïwanais eux-mêmes, évidemment, aucun, 2% pas plus, réclame le rattachement à la Chine communiste, bien entendu. En revanche, les positions ne sont pas les mêmes entre les milieux économiques et les milieux politiques et militaires. Les premiers préfèrent maintenir leur business, donc veulent des relations pacifiées avec la Chine, quand les autres ont évidemment intérêt à maintenir plutôt une situation de tension. Parce que les relations économiques sont massives, que ce soit Foxconn, firme taïwanaise, 1 million de travailleurs en Chine. Bien entendu que le business se fait de façon massive et Apple fait travailler des employés de Foxconn en Chine, des Chinois. Et puis, bien entendu, TSMC, la première entreprise de semi-conducteurs au monde. Et là, on va rappeler un chiffre. 52% des semi-conducteurs vendus dans le monde sont produits par TSMC. TSMC qui travaille bien entendu avec la Chine. Ça n'est d'ailleurs pas anodin si le patron de TSMC, pour prévenir la visite de Nancy Pelosi et la montée des tensions qu'elle allait provoquer, a donné une interview à CNN dans laquelle il précise une chose. L'invasion de Taïwan par Pékin détruirait TSMC. Non pas seulement parce que les différents dirigeants de TSMC feraient en sorte de détruire l'entreprise, mais tout simplement parce qu'elle ne fonctionne que parce qu'elle est ouverte sur le monde, parce qu'elle a des liens permanents avec d'autres entreprises. Il n'y aurait donc rigoureusement aucun intérêt pour la Chine à envahir Taïwan pour prendre possession de TSMC. L'économie chinoise est dépendante d'une TSMC indépendante. Encore y a-t-il, et on l'a vu avec la Russie, une différence entre la rationalité, les intérêts économiques, et
une décision qui peut être prise par une puissance quand elle a l'impression soit qu'elle va être débordée, soit qu'elle peut agir quand il est encore temps. En l'occurrence, c'est dans ce contexte que Nancy Pelosi a donc débarqué à Taïwan. Et il faut bien comprendre que Nancy Pelosi est coutumière du fait. En 1991, elle s'était rendue place Tiananmen pour brandir une banderole, une petite pancarte à tous les morts pour la démocratie chinoise. Alors en soi, c'est magnifique, le soutien aux étudiants de Tiananmen. Bon, à ceci près que les États-Unis les avaient laissés tomber après les avoir poussés, comme c'est souvent le cas de la part des Américains. On souffle sur les braises, on incite les militants de la démocratie à s'engager, à prendre des risques, et une fois que les risques sont pris, il n'y a plus personne. En l'occurrence, Nancy Pelosi n'avait pris aucun risque à déployer sa banderole. En revanche, le correspondant de CNN à Pékin, lui, a fait plusieurs jours de prison puisqu'il n'y avait que sur lui qu'on pouvait agir. Mais peu importe, la question n'est pas là. La visite de Nancy Pelosi à Taïwan relève exactement de la même rhétorique. La rhétorique néoconservatrice, notamment des démocrates américains, qui considèrent qu'ils doivent, quelles qu'en soient les conséquences, militer pour non pas seulement les intérêts américains, mais pour l'imposition du modèle américain absolument partout sur la planète. On est face à une idéologie qui considère que c'est le modèle de la démocratie libérale américaine qui doit absolument s'appliquer partout. Il faut donc, à chaque fois, allumer des incendies, pousser à l'attention face au modèle qui résiste. Et personne ne peut considérer que le modèle chinois est souhaitable. Personne ne peut considérer que ce mélange d'hypercapitalisme et de communisme policier appuyé sur les nouvelles technologies a quelque chose de souhaitable. En revanche, la question est de savoir de quelle nature sont les incendies qu'on allume. Visiblement, les démocrates américains s'en contrefichent. Ils considèrent même qu'un incendie, ça n'est pas plus mal. Il y a là quelque chose dont devraient se préoccuper les Européens. Ils ont accepté dans le rapport de l'OTAN 2 paragraphes sur la Chine, dont on ne voit pas bien le rapport avec l'OTAN. C'est-à-dire qu'ils ont accepté finalement, aux grandes dames d'Emmanuel Macron, d'épouser les intérêts stratégiques américains de monter en tension avec la Chine. Il serait peut-être temps de se demander où ça nous mène.